Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de 2 ans et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, voire même tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. Cette semaine, c'est avec beaucoup de joie que j'accueille dans ce podcast un premier papa. J'espère que ce ne sera pas le seul car je trouve que les points de vue de père sont aussi super intéressants. Aujourd'hui donc, c'est Edwin qui a accepté de répondre à mes questions. Et Edwin, ce n'est pas n'importe qui puisque c'est le mari de Sophie que j'ai interviewé la semaine dernière. J'ai donc la chance d'avoir pour une même histoire les deux points de vue. Comme la dernière fois, on y parle de désir d'enfant non synchronisé, de vie professionnelle, du confinement, de congé paternité, d'angoisse et j'en passe et des meilleurs. Vu la configuration, on est moins rentré dans les détails chronologiques cette fois-ci. Alors pour avoir toutes les références, je te conseille d'abord d'aller écouter l'épisode de Sophie, l'épisode 18, si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est fait, alors passons tout de suite à l'épisode. Salut Edwin! Salut. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions pour cet épisode un petit peu spécial puisqu'on a eu déjà un premier point de vue de ton histoire la semaine dernière. J'espère que je vais pas m'humilier par rapport à ma femme qui aura un récit hyper détaillé. Mais non, je ne pense pas que tu t'humilieras. Au contraire, je trouve ça super intéressant d'avoir les deux points de vue. Alors dis-moi, qui es-tu et d'où viens-tu? Je m'appelle Edwin, du coup, j'ai 30 ans tout juste. Euh, je travaille au ministère de l'Intérieur dans l'asile et je suis lyonnais d'origine, mais maintenant ça va faire 9 ans que je vis en région parisienne, donc est-ce qu'on peut dire que je suis devenu un vrai Parisien? J'ai honte de le dire. Mais T'assumes pas? euh, ouais, j'assume pas trop, mais bon. Non, sinon, bah, je suis un jeune papa d'une petite Louise qui a aujourd'hui 2 ans et demi et bah, ça va. Et toi, quel type d'éducation tu as reçu? Et ben, moi, mes parents, c'est assez, j'ai une éducation un peu paradoxale, je trouve, parce que d'un côté, c'était une éducation très libérale, en fait, très basée sur la conscience et un peu sur la liberté, donc je pouvais regarder à peu près les films que je voulais, faire ce que je voulais tant que je respectais les grandes lignes directrices de notre de la famille, le respect de l'autre, principalement basé sur le respect de l'autre, donc pas faire de mal à quelqu'un d'autre et tout ça. Donc j'ai été très très libre en général. Euh, Par contre, en même temps, j'avais une image un peu du père plus archétypale de bah voilà, la maman s'occupe de la maison, le papa il est plus en mode assis dans le canapé en train de regarder la télé et tout ce Ah genre oui, de c'est choses. marrant Donc ça. ça faisait à la fois assez moderne et cette fois assez pas traditionnel, mais voilà, il y avait un peu cette reproduction de cette Cliché. chose-là. Voilà, c'est ça. Après, moi, je suis métisse et mon père est d'origine arabe et ma mère est française. Et je pense que aussi ça joue. Je pense que dans sa famille c'était un peu comme ça, donc il a reproduit aussi ce genre de choses, tu vois. Et toi, pour autant, ce message envoyé par le côté plus cliché et donc pas moderne de ça, tu l'as pas pris pour ton compte? T'en as, En fait, t'as fait complètement la part des choses? non, en fait j'ai grandi du coup dans un milieu aussi très féminin et du coup bah, j'avoue que ce truc du papa qui reste devant la télé c'est pas trop mon truc, j'aime quand même m'impliquer, je me sens mal, genre de rien faire et tout. Enfin, tu vois, cette conception, elle me dérange en fait maintenant. Le papa qui est, voilà, qui revient du boulot et qui met les pieds sur la table et tout ça. Du coup, non, j'avoue que c'est pas du tout mon truc. Euh, D'ailleurs, je pense que je suis quand même plutôt quelqu'un de féministe. Alors je sais que quand les hommes disent ça, ça peut faire grincer des dents, mais T'es un allié. voilà, c'est ça, exactement. Je suis un allié. Je suis pas, je supplante pas la cause, mais je considère que je trouve qu'il y a beaucoup d'avancées et je trouve ça formidable. Je compte bien éduquer ma fille aussi dans ce sens, dans ce sens-là, quoi.
C'est chouette, ça fait plaisir à entendre de la part d'un homme. Et comment est-ce que tu as rencontré Sophie? Alors, et ben, en fait, je rentrais tout juste de mon Erasmus, en Bulgarie. Donc j'étais un peu dans la période de le blues, post-Erasmus. En plus, j'avais été plaqué, il y a pas longtemps par mon ex le jour de Noël, donc c'était un peu, une Ouf, période de crise. dur. Oui, c'est ça, le jour même de Noël. C'était vraiment, j'étais rentré spécialement et tout, bref. Et du coup, en fait, on m'avait proposé de faire une soirée par des amis qui étaient dans la même licence d'anthropologie que moi. Euh, du coup, bah, j'avoue que j'y allais un peu à reculons en me disant, voilà, j'y vais, je fais un tour et après je rentre à la maison, quoi. Et du coup, j'étais accueilli par mon ami, l'amie commune qu'on a, Sophie et moi, et donc qui me présente tout de suite Sophie. C'était vraiment la première personne qu'on m'a présentée à cette soirée. C'était un thème genre Rubik's Cube. Moi, j'arrive avec une tenue genre complètement noire, enfin le mec qui n'en a rien à faire. Faut dire que j'avais maximum 3 couleurs dans mon dressing, donc c'était pas facile de Ça suivre aide le pas, thème. Et effectivement. du coup, on a un peu. C'est Sophie qui a participé à me relooker sur le moment. Et bah, enfin, vraiment, je pense j'ai saoulé Sophie parce que je suis quelqu'un de très bavard. J'ai pas un tempérament de dragueur ou quoi, mais voilà, j'aime beaucoup parler et tout ça. Et du coup, elle m'a un peu fui. Et finalement, ça a bien marché. Et après, bah, on a discuté beaucoup à distance. Elle vivait à Paris. Et au fur et à mesure des choses, on s'est de plus en plus rapprochés. Et quand on s'est revus, bah, même avant qu'on se revoie, c'était acté quoi, que il y avait quelque chose entre nous, quoi. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et voilà. Cette rencontre qui était un peu le fruit du destin, parce que c'était vraiment un one shot, quoi. Genre, la Coup de soirée, on foudre. rencontre. Voilà, bah, surtout qu'elle, elle vivait à Paris. Moi, j'étais à Lyon. Oui, c'est clair. Elle avait pas 10 000 raisons de venir à Lyon, pas 10 000 occasions de venir à Lyon. Donc, ouais, ouais, c'était un peu la bonne occasion, quoi. J'ai bien fait de venir. C'est clair. Ça aurait été dommage quand même. Ouais, c'est clair. C'est toi qui as voulu être père en premier. Qu'est-ce qui t'a donné envie, de cette paternité? Alors, bah, moi déjà dans ma famille, les parents sont jeunes, en fait, hein, pas assez jeunes. Ma mère, elle m'a eu à 19 ans, sur l'année de ses 20 ans. Donc, là, je viens d'avoir mes 30 ans, elle va avoir ses 50 ans. Et ma grand-mère elle-même a eu ma mère jeune, donc on a des générations qui sont assez proches. Je suis très proche de ma mère aussi et j'ai toujours, grandi avec mes parents qui me disaient, bah, en fait, ouais, on peut profiter de nos enfants parce que, maintenant, on n'a pas 10 générations d'écart, quoi. Genre, Ouais. Mmh. quand vous serez adulte, on sera des jeunes grands-pères, des jeunes grands-parents. On a voilà, cette dynamique, on peut faire des trucs ensemble encore et tout. On peut vivre aussi après. Donc j'avais un peu cette image déjà du concept. J'ai toujours beaucoup aimé les enfants. J'étais le premier-né de ma famille. Donc le premier-né de la grande famille du côté de mon père et du côté de ma mère aussi d'ailleurs. Et du coup, bah, j'étais toujours avec mes petits cousins, des choses comme ça. Et quand j'arrive à Paris pour rejoindre Sophie, en plus, je me mets dans l'animation, donc en centre de loisirs, tout ça. Et bah, j'adore ça, en fait, j'ai toujours eu le truc. Voilà, donc déjà, c'était ce côté-là qui faisait que j'avais toujours cette conception d'avoir des enfants jeunes et j'avais toujours eu cette envie. Et plus tard, j'ai eu des fonctions plus importantes, plus stressantes aussi. Il y a un moment où je me suis dit aussi que au final, je faisais bah, voilà, métro, boulot, dodo, et que bah, mes journées n'avaient pas trop de sens, tu vois, même s'il y avait Mmh. un espèce de plaisir, voilà, je fais mes tâches, je vais en vacances, je pars à l'étranger, voilà, mais il n'y avait pas de finalité, tu vois, genre, j'avais pas ce sens il y a ce petit être qui est avec moi aussi, qui grandit avec moi, enfin voilà, tout ce truc-là, je trouvais il manquait quelque chose, il y avait un manque de sens, le manque de cet enfant-là. Toi, tu toujours voulu être père? Tu toujours aimé ça? T'as des petites sœurs, c'est ça? Non, j'ai un petit frère. J'ai Ah, pas, j'avais, ma mère a été longtemps avec quelqu'un qui avait une fille. J'ai toujours voulu une petite sœur, oui. Et du coup, j'étais très proche jusqu'à qu'il bon, il y a une séparation. Mais
mais c'est particulier. Mon frère, en plus, est handicapé, en fait. Il est autiste et il a aussi des troubles psychiques. Du coup, bah, j'ai jamais eu le rapport, un vrai rapport fraternel. Ça a toujours été très particulier avec mon frère. Mmh. Mais oui, j'ai toujours voulu être papa. Je voyais pas, je me voyais pas sans être papa un jour, quoi. Et Sophie, elle est pas prête à ce moment-là. Et comment tu vis ça, toi? Alors, au début, je le vis assez bien, en fait. J'ai cette envie, mais elle est pas. Je me rends bien compte que au tout début, c'est trop tôt, que même si ouais, j'ai l'envie, mais je me rends compte que c'est pas le moment, qu'on n'est pas installé. Vous aviez quel âge? Alors, 2000, donc on s'est rencontrés, on avait 21. J'ai commencé à parler de bébé, on devait avoir 24 ans, 20, 23, 24, un truc comme ça. OK, ça marche. J'étais encore en animation à ce moment-là, on n'avait pas acheté, on n'avait rien. Ouais. Après, moi, j'ai toujours été très aussi famille, dans le sens où, et engagement. C'est moi qui suis revenu avec Sophie en mode, même si on s'est rencontrés une soirée, j'ai envie que ça devienne sérieux. Après, c'est moi qui ai parlé en premier de mariage, de bébé, de toutes ces choses-là. Voilà, je suis très OK. engagement. Mmh. Et, euh, et du coup, voilà, genre, comment je l'ai vécu, bah, c'est plus quand dans mon boulot, ça a commencé à devenir un peu difficile, que j'ai eu vraiment cette idée de un non-sens. Je pense qu'en plus au boulot, je faisais un burn-out, je m'en suis rendu compte à posteriori. Mais voilà, ça a été très difficile et le fait que j'ai pas tout ce sens-là de tout par rapport à tout ce que je vivais, je pense que ça a été assez dur et c'est le moment où vraiment j'en ai eu, ça a été plus difficile à vivre, tu vois, d'avoir ce besoin et de pas le pouvoir donner un sens à tout ça. Mmh mh. Mais Ouais, je vois. Mmh. avant ça, je le vivais plutôt bien. Je faisais chier Sophie, clairement, hein, je le dis comme ça. C'était vraiment les petites réflexions tout le temps. J'étais horrible avec elle. Mais tout le monde savait que Edoine veut des enfants, veut des enfants. Mais voilà, dans le fond, en fait, j'en avais envie, mais c'était pas une douleur, quoi. Ça c'est jamais devenu une douleur, au final? Juste la période où ça allait vraiment pas trop au Ouais, boulot, où voilà, j'avais trouvé pas de sens, mais non. tant mieux. Quand Sophie, oui, tant mieux. Quand Sophie s'est décidée, ça commençait à faire long, on va dire. Ouais. Et j'avoue que je commençais à me dire, limite, bah, je vais laisser tomber, quoi. Si elle se sent jamais prête, faut que je trouve autre chose. Mais voilà, tu vois, je commençais à me dire un peu, si tu veux jamais d'enfant, bah, c'est pas grave. Mais je commençais à envisager autre chose, à essayer d'envisager autre chose parce que je me disais, bah, je peux pas forcer, de toute façon, je peux pas. Et du coup, voilà. Et ça, c'est combien de temps après les premiers temps où tu as commencé à parler de bébé? Que c'est arrivé, Louise, Que vous qu'elle s'est dit: «OK, on y va». qu'elle s'est dit OK. Euh, bah, je dirais que c'était genre 4 ans plus tard, 3-4 ans plus tard, je Ah pense. oui, 4 quand ans, ouais, même. je dirais Oui, 4 ans, ouais, c'est ça. Parce je qu'on s'est comprends connus pourquoi tu dis en. long. Ouais. Oui, oui, c'est ça. On s'est connus en 2013. Non, pas 4 ans, ouais, 3 ans plus tard, je dirais. 3 ans plus tard. OK. Ouais, donc long quand même. Ouais, mais c'est pas, comme dit, au début, c'était vraiment juste cette envie, comme ça. C'était pas, c'est vraiment la fin où ça commençait à Ouais. faire Mmh. longtemps et tout ça. Et justement ce contexte professionnel, parce que vous lancez les essais, enfin, toi, du coup, tu es en burn-out? En- Alors, quand on fait les essais, non, j'ai passé cette phase. Quand on commence les essais, je viens de passer cette phase. Je pense qu'en fait, le fait déjà, de Sophie qui me dit que c'est le moment, quoi, qu'elles se sont prêtes, ça m'a aidé, pour être très honnête. Et, euh, au final, le fait de se dire aussi que, bêtement, que je vais avoir cet enfant, je pouvais plus rester dans mon travail parce que je m'étais toujours dit que, bah, en fait, cet enfant, je l'ai tellement voulu, j'ai tellement fait ça que moi, je veux un travail beaucoup plus calme pour pouvoir être là. En fait, je vais pas faire un Mmh. enfant pour faire un enfant. Du coup, bah, c'était aussi le moment où on s'est lancé là-dedans. Je suis allé voir mes chefs, j'ai dit, bah voilà, l'an prochain, c'est fini, quoi. Genre, je pars dans une autre administration. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais été plutôt clair avec mes responsables en disant que bah, ça va venir et qu'on était mariés à ce moment-là et tout ça. Et que voilà, quand c'était lancé, c'était moi, je partirais, quoi. Et du coup, le fait que ça soit lancé, j'avais plus de problème de burn-out. Avant, je faisais des crises d'angoisse au boulot et tout, à cause de la pression, à cause Ah oui. des façons dont on me traitait à certains moments. Enfin, vraiment, c'était très compliqué.
Hem, Ça s'est passé, je pense que c'est un ensemble de trucs, hein. Il y a aussi des choses qui sont débloquées au boulot et tout, mais ça a aidé mais j'avais quand même une période, où je travaillais énormément, hein. Il se trouve que ça tombait, donc je travaillais au ministère de l'Intérieur auprès du ministre et ça tombait, quand il y a eu un G6 qui s'est enchaîné sur un G7, donc un G6 européen et un G7. Donc nous, en août donc 2018, c'est ça, août 2018, euh, on fait un grand voyage et Louis et Sophie me dit bah oui je suis prêt tout ça et donc après je me retrouve avec cette grosse période de boulot, cette grosse séquence de boulot, Sophie aussi, beaucoup de déplacements. Du coup vraiment c'était il fallait faire du one shot quoi si on voulait avoir un enfant parce que j'étais parti à Lyon pour ce sommet, Sophie était toujours en déplacement, moi je faisais des heures à rallonge, genre, c'était Oui, il y a assez beaucoup, fun. quoi. Oui voilà c'était beaucoup, c'était beaucoup. Euh, et mais voilà, du coup, ça s'est fait, enfin, de mon côté, à part le fait que, au tout départ, en fait, quand on s'est décidé, Sophie, on a cru qu'elle était enceinte, donc genre en mode dès le premier essai, quoi. Et j'avoue qu'elle a bien flippé, et j'avais eu une déception à ce moment-là de voir que c'était pas le cas. Mais après, au final, j'ai pas eu trop de stress par rapport à cette idée-là. Comme dit, on était à fond dans le boulot. Il y avait ça, mais c'était pas non plus. On n'avait pas une pression là-dessus, ça faisait pas un an qu'on faisait ça et tout. Et pour moi, c'était Mmh. pas trop difficile à vivre. C'est juste peu avant en fait que Louise, que Louise a conçu, je commençais à me dire, ça faisait 6 mois et je commençais à me dire, bah il y a peut-être quelque chose qui va pas et tout ça. Alors je sais que c'est ridicule maintenant, hein, qu'il y a des gens qui mettent beaucoup plus de temps et tout, mais je commençais à me dire, peut-être que quelque chose marche pas. Alors tu te dis pas, mais en fait j'étais pas là, donc c'est logique de pas faire un enfant. Et, mais et je commençais voilà, à me dire que c'est peut-être pas normal et tout ça, et finalement, ça s'était bloqué, il n'y a pas eu de souci. Genre, pour moi, ça n'a pas été une période de stress à ce niveau-là. Et l'annonce de sa grossesse, elle nous l'a raconté, elle s'est un petit peu, emmêlé les pinceaux sur les horaires. Comment toi, tu as vécu ce moment-là? Bah, c'était assez drôle. Et il se trouve que j'ai souvent des temps de latence. Par exemple, quand Sophie m'a dit qu'elle voulait avoir un enfant, en fait, c'est finalement le lendemain que je lui ai dit: «Ah, mais en fait, tu veux un enfant?» enfin, que j'ai eu le moment où il y a eu ça a percuté. Fallait Donc, que ça travaille. je rêvais de la petite histoire, mais du coup, en pleine nuit, moi je dors. Sophie devait faire le test le lendemain, enfin, ou dans les jours à venir, quoi. Moi, j'étais pas, je me disais pas, c'est demain matin qu'elle doit faire ce test, hein. Je crois qu'à l'époque, je savais que c'était dans les eaux, mais je me disais pas que c'était le jour précis. Ouais. Et donc la porte s'ouvre avec le faisceau de lumière qui rentre dans la chambre, donc forcément j'ouvre les yeux et je vois une Sophie qui est au-dessus du lit avec le bras tendu pour aller poser quelque chose sur l'étagère de mon côté du lit pour me faire la surprise pour le lendemain quoi. Et du coup, euh, et du coup elle me le montre juste et bah, forcément on était trop contents et tout, on a parlé toute la nuit de ce bébé, de l'arrivée et tout. Mais je pense que c'est vraiment le lendemain où j'ai eu plus de façon intime, du coup, plus quand j'allais au travail, et que j'ai eu l'espèce de petit choc de, bah voilà, je vais être papa et enfin, j'étais hyper joyeux, enfin c'était un truc que j'attendais depuis si longtemps et tout. Voilà, j'étais trop heureux. Mais ouais, c'était un fail, mais c'était un fail super mignon, donc c'était assez génial. Cette tentative discrète de me faire la surprise pour le lendemain matin. Ouais, oui, c'était trop cool comme truc et comme moment. Ça, c'est chouette. Mais c'est vrai que je trouvais ça très mignon aussi. Et alors toi, de ton point de vue de futur papa, comment est-ce que tu vis la grossesse? Tu réussis à t'impliquer dedans? Qu'est-ce que tu fais pour vivre cette grossesse avec elle et voilà. Premier réflexe, j'achète tous les bouquins qui passent. Ah J'ai oui. acheté les journaux, les... Oui, oui, je suis allé à la Fnac le lendemain et je suis parti avec 3-4 bouquins, un truc comme ça. Euh, du coup, je me suis dit, ouais, il faut que je lise dessus et tout. Euh, Globalement, la grossesse, ça a été un moment hyper... on était dans notre cocon, en fait, hein, c'était assez hyper intense pour notre couple. Bah, Sophie, en plus... Alors, au début, c'était un peu compliqué, parce que bah, même si elle a pas eu le plus difficile des démarrages, bah, elle avait des nausées et tout. Euh,
elle a eu un moment des petites pertes de sang. Je me rappelle, on était au ski pour la petite histoire. Et moi, j'étais malade tout le week-end. J'étais plus malade qu'elle, plus stressé qu'elle, je pense. Genre, en mode comme si j'avais une gastro, un truc comme ça. Et en fait, c'était clairement, on s'est rendu compte après que c'était clairement le stress. Tu fais tu faisais Euh, une couvade? Ah oui, moi j'ai fait une méga couffade. C'était vraiment une horreur à ce niveau-là. En plus, bah, du coup, j'ai fait une couvade, donc j'ai pris pas mal de poids. En plus, c'est arrivé, ça a enchaîné la période où je changeais de boulot, où je passais d'un truc où je courais partout, à un truc très plan-plan, où je m'assois toute la journée devant mon écran et tout ça. Et en plus, du coup, derrière Covid, que je te dis que ma couvade, Ah oui. je me la garde encore. Mais oui, oui, j'ai une couvade. C'était quand Sophie se sentait mal, je me sentais mal. Quand elle avait mal au ventre, j'avais mal au ventre. C'était vraiment. Intense. Ouais, alors incomparable avec les choses qui peuvent arriver aux femmes, bien sûr, mais voilà, je pense que je faisais beaucoup d'empathie par rapport à elle, et du coup, ouais, c'était assez intense à ce niveau-là, mais en même temps, ça allait dans le fait qu'on était un très fusionnel pendant cette période. Sophie passait les débuts un peu compliqués, elle était sur un petit nuage, elle qui est très stressée, très angoissée, elle planait au-dessus de tout, quoi, genre les problèmes au boulot, n'importe quoi, il y avait presque rien. Le seul truc qui lui faisait stresser, c'était vraiment pour le bébé. Donc, si elle avait un petit choc sur le ventre ou je sais pas quoi, bah, là, elle flippait tout de suite. Mais sinon, non, c'était une période assez folle. Après, moi, je tiens à ce moment-là à participer à tous les trucs. Donc, je veux aller à tous les rendez-vous médicaux. Bon, les préparations à l'accouchement, j'ai pas tous pu le faire. J'étais un peu dégoûté. Parce que ça tombait toujours quand je bossais. Et on peut pas prendre des jours tout le temps, surtout quand on veut faire un congé pat derrière. Euh, mais ouais, ouais, je tenais à y participer et tout, donc je lisais. J'ai eu le malheur de lire le guide antitoxique de la grossesse. Oula, qu'est-ce Dans que c'est que lequel il y a ça? une sacrée angoisse. C'est un bouquin, mais alors je comprends l'intention, hein, mais c'est vraiment tout ce qui est autour de toi va tuer ton nourrisson, ta femme, et, D'accord. et voilà. Je le déconseille. Je suis désolé de faire cette mauvaise pub pour l'auteur, mais c'est une source d'angoisse pas possible. Une horreur. Enfin voilà, c'est bien hein, de savoir ces trucs, mais c'était vraiment, vraiment une horreur. J'ai pas pu le lire en entier parce que c'était Ah trop ouais, à ce dur. point-là? Ah oui, ouais, bah, toutes les ondes, tous les trucs. Enfin, à chaque fois, on me dit, bah, tel truc, ça peut tuer le fœtus. Tel truc, ça peut le rendre handicapé. Tel truc, machin. Vraiment, Quelle horreur euh, à lire. oui, c'est ça. Oui, il est encore dans ma bibliothèque et il est lu, je sais pas, un tiers, un truc comme ça. J'ai plus. Brûle-le. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça. Après, il y a des moments où je me sentais un peu impuissant au niveau de la grossesse. Par exemple, euh, je sais pas, elle voulait, par exemple, apprendre des trucs pour des points, pour diminuer la douleur, des trucs comme ça. Mais je suis quelqu'un de pas du tout doué avec mon corps et vraiment, je suis une brêle pour ce genre de choses. Je suis hyper. Voilà. Et du coup, tous ces trucs-là, j'essayais, tu vois, j'y arrivais pas et du coup, je me sentais bête. Et voilà, du coup, c'était un peu. Les moments d'impuissance, je les vivais assez mal en fait. Je pense que les moments où j'étais impuissant, je le vivais assez mal, hein. C'est aussi la même chose pour quand elle a eu des saignements où je pouvais rien faire, quoi. J'étais juste spectateur et c'était assez au-dessus de la frustration, quoi. C'était voilà, c'est difficile. Hmm. Toi, en tant que coparent, c'était quoi tes principaux sujets de stress? À part tout va tuer ton bébé. Oui. En fait, c'est beaucoup. Je pense que c'était le principal sujet de stress, c'est par rapport à mon frère en fait qui est autiste. J'ai toujours un peu l'angoisse de est-ce que c'est dans mes gènes, est-ce que mon bébé peut avoir la même chose? En plus, il y a des troubles Hmm. psychiques, donc c'est pas que de l'autisme, tu vois. Genre, et du coup, j'avoue que c'était un peu ça. Et après, c'était ouais. Au final, c'est pas des sujets de stress, c'est vraiment la difficulté avec l'impuissance, les moments où tu peux rien faire et t'es juste spectateur de ce qui se Ouais. passe. C'était un peu difficile, ouais, à vivre. Je suis quelqu'un à la fois stressé et à la fois zen. C'est assez paradoxal. Je pense que c'est Effectivement. c'est plutôt une façon de peut-être du déni, tu vois. Hmm. Et du coup, ouais, je m'enferme un peu. Enfin, je me boucle, j'essaie de rester calme, et c'est plutôt après, je vais somatiser des choses comme ça, tu vois. Je vais pas Ouais, je projeter vois. mon angoisse partout et tout ça. Voilà. Tu gardes Euh, tout je- pour toi et puis à un moment, ça ressort. voilà. Mais sinon, pendant la grossesse en soi, hein, les sujets d'angoisse, ça allait. Et après, à la naissance, c'était toutes les angoisses des parents, hein.
est-ce qu'elle va pas s'étouffer? Est-ce que je vais pas la faire tomber? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Ouais, Comme dit, j'ai 2 mains gauches, donc d'autant plus stressant, quoi. je comprends. Et alors, parce que la naissance, on va y venir très très vite, mais d'abord, est-ce que tu peux me raconter l'accouchement de Sophie, la naissance de ta fille, mais de ton point de vue à toi? Pour la naissance de Sophie, de la naissance de Louise, l'accouchement de Sophie, ça a été c'est un grand sujet de honte pour moi. Vraiment, c'est tout ce que bref, je vais l'expliquer et après, je reviens sur là-dessus. Donc, ça a été assez long, les contractions pour Sophie. Genre le vendredi, on est allé voir pour une nounou. On a fait ça à pied, on est revenu à pied, et dans la nuit, très tôt le lendemain matin, elle a commencé à avoir beaucoup de contractions. Quand je me réveille, elle me dit, il y a des contractions, tout ça. Et du coup, on fait la journée parce que c'est pas encore assez proche. Et quand ça commence à devenir plus fort, je tente un peu ces trucs de, tu sais, les points pour Un point calmer les douleurs, d'acupression? les trucs. Mmh. Ça marche pas, exactement. Les points d'acupression qui ne marchent pas, sûrement parce que je le fais mal, sans aucun doute, parce que je le fais mal. Et en fait, avec le recul, hein, là je te le dis avec le recul, j'ai fait un espèce de déni par rapport à cette impuissance. Et j'ai joué à la console quasiment tout le week-end, quoi. Genre pendant Ah ouais! tout le truc des contractions et tout, parce que voilà, j'étais impuissant, on pouvait rien faire. J'essayais de rester à certains moments avec elle, mais elle souffrait et j'étais là. Je pouvais rien faire, même. Ouais, c'est ça, même parler, ça faisait pas grand-chose et tout. Et ouais, comme dit, j'ai complètement honte du déroulement de ça parce qu'elle a souffert pendant jusqu'au dimanche jusqu'au lundi matin, donc long. Et ouais, j'étais dans un espèce de déni cosmique j'essayais de faire des petits trucs par moment, mais après je me mettais devant la console et voilà. Et vraiment, avec du recul, je me dis, mais comment t'as pu faire ça, quoi? C'était horrible. En plus, c'est le cliché vraiment du père qui s'en fout. Mais vraiment, ça a mis longtemps pour que je me dise, en fait, je pense que j'étais tellement voilà, impuissant euh, dans le capable de rien faire en fait que je me suis isolé de ça en fait. Je pense que voilà. Et en tout cas, voilà, ça a été très long. À la maison, j'ai honte de comment j'étais. Le dimanche matin, on va une première fois à l'hôpital parce qu'on se dit que c'est le moment. Finalement, à l'hôpital, on nous dit bah c'est trop tôt. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas de voiture, donc on y va en Uber. À l'hôpital, on y va. On nous dit c'est trop tôt. Revenez plus tard, quoi. Genre, en plus, c'était. Alors, ça aurait été mieux de rester parce que c'était vraiment calme, quoi. Il y avait personne, c'était vachement cool et tout. Bref, bon, rester dans le sens, ça aurait été mieux que ça soit le moment d'accoucher. On repart dans la journée et finalement, Sophie, elle multiplie les bains pour calmer un peu toutes les contractions, les douleurs. On lui prescrit comment ça s'appelle, quelque chose pour accélérer, la glycérine. Et elle en prend qu'une moitié parce qu'elle a peur de tuer le bébé et tout. Sophie est très, très angoissée, comme je vous ai dit, hein, du coup, comme je t'ai dit. Donc voilà. Elle a peur que ça tue le bébé, que ça fasse du mal et tout. Et j'essaye quand même là, de venir un peu dans le bain, me mettre à côté, parler et tout. Et le soir, finalement, là, on a l'appli là, pour marquer les contractions. On se dit, bah Mmh. là, ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc on y va. Ce coup-ci, notre chance, l'hôpital, enfin la salle d'attente est bien bondée. Euh, il y a pas mal de Forcément. monde, donc oui, bah forcément, il fallait que ce soit le moment. Euh, il y a vraiment pas mal de monde. On nous fait passer en salle de monitoring, même pas très vite. On a attendu quand même un peu dans cette salle. Alors forcément, t'as tout le monde autour de toi. Alors t'en as qui sont là pour accoucher, t'en as où c'est euh, je crois que Sophie m'a dit qu'il y en a une qui disait que son gosse était malade, de je sais plus quoi, et qu'elle stressait pour ça aussi. Genre, on va me refiler une maladie pendant que je suis enceinte et tout. Ah oui, Donc, c'était les urgences, il y avait des alors, enfants, c'était non, pas que mais le gynéco? je sais pas pourquoi, mais il y a une maman qui parlait de ça, de cette maladie. Alors, je peux pas te donner les détails parce que c'est vraiment Sophie qui me l'avait reporté. J'avais pas du tout fait attention à ça. D'accord, ouais. Et donc, non, non, normalement c'était gynécologique, je sais pas pourquoi.
il y avait cette histoire, mais voilà, donc c'était un peu l'angoisse. On nous fait passer en salle de monito. Sophie a des contractions vraiment douloureuses. Et le monito, une horreur, parce que Sophie est allongée là-dessus, elle est obligée de rester allongée, ça lui fait super mal, très très douloureux. C'est assez long, c'est très long. Euh, on lui dit, bah voilà, ça va arriver, donc on va bientôt vous passer en salle d'accouchement, mais ça reste quand même très très long dans cette salle. Euh, Quand on en sort, on va en salle d'accouchement. Là, je suis étant quelqu'un de très distrait et facilement, voilà, je vois que en fait toutes les salles d'accouchement, il y a les monitos de toutes les femmes. Et du coup, je m'amuse à faire le jeu. Bon, c'est aussi pour faire rire Sophie, mais de lui dire ah contraction dans la salle 6, contraction dans la salle 5, etc. Donc voilà. On nous demande s'il faut y avoir la péri ou pas. On avait fait un projet de naissance où il n'y avait pas de péri. On voulait quelque chose de très naturel. Enfin, c'est surtout Sophie, pour la peine, qui voulait quelque chose de très naturel, et je comprends, elle voulait pouvoir profiter voilà, des premiers moments avec le bébé et pas avoir la répercussion de la péri. Et on était très d'accord là-dessus. Et, mais là, elle a 48 heures de contraction dans le dos, pas bien dormi En pendant plus deux dans le dos. jours. Ouais, on se dit, bah, si elle n'arrive pas à pousser parce qu'elle est trop fatiguée, on a un peu peur, tu vois, du coup, Sophie, elle est un peu en mode. Sophie veut être une warrior, quoi. Elle veut le faire sans péridurale aussi. C'est aussi un genre de challenge, tu vois. Et Ouais. du coup, elle me demande et tout. Et je lui dis, bah voilà, vaut mieux, on pense à ton bien, au bien de l'enfant. Et c'est pas grave. C'est pas grave de prendre la péri. C'est pas grave. Donc, on vient pour lui poser la péri. Elle est. Bah là, à partir du moment où on lui pose la péri, elle va se dire, bon, au moins, il va plus y avoir de douleur, quoi. Donc le mec vient, on me dit vous avez pas peur de la piqûre, des piqûres, des choses comme ça. Je pense qu'ils avaient peur que je fasse un malaise. Euh, et bah, moi je suis quelqu'un de curieux en fait, donc je voulais l'avoir cette piqûre, surtout que c'est vraiment ça te fait du teasing quoi. On te dit vous avez Ouais, pas c'est peur clair. des piqûres et tout, tu te dis oh, ça va être un truc énorme qu'ils lui mettent dans le dos. Finalement on me place parfaitement devant Sophie, du coup je vois pas cette Elle est piqûre, donc énorme, je ne hein. sais pas. Oui, je doute pas, j'ai vu après, j'ai regardé sur internet, mais mais du coup voilà, c'était un peu le truc, donc je lui tenais les mains pendant qu'on lui met la péri. On lui dit d'attendre un peu et d'enclencher après toutes les 5 minutes. Donc Sophie est dans l'état d'esprit, au moins maintenant, plus de douleur. Sauf que bah, la péri était mal mise. Euh, donc elle me dit, ça fait 5 minutes là? Oui, oui, ça fait 5 minutes, chérie. Vas-y. Et maintenant, ça fait 5 minutes. Non, mais on vient d'appuyer sur le bouton, chérie, vraiment. Et en fait, ça marchait pas. Donc, c'était vraiment, il y a eu tout un moment comme ça où c'était genre, remets-moi en plus, remets-moi en plus. Et en fait, voilà, ça ne fonctionne pas. La péri ne fonctionne pas. Donc, on le dit. On nous dit, bah voilà, on peut faire venir quelqu'un, mais là, ça va arriver, quoi. Finalement, on n'est pas resté très longtemps en salle d'accouchement, hein. Je pourrais pas dire combien de temps, mais ça n'a pas duré longtemps. Et Je mets en du coup, pause ton récit un petit peu. Juste, j'ai une question. Toi, depuis le début, vous êtes arrivé à la mater, tu te sens inclus par les équipes ou tout le monde est concentré sur Sophie, ce qui est logique, hein, mais je me demande comment, en tant que père, on se sent à sa place ou pas dans ce processus-là. non, pas. Enfin, j'ai pas le souvenir. Après, c'est un souvenir, du coup, forcément. J'ai pas le souvenir d'avoir été spécialement inclus là-dedans. J'étais plus concentré sur Sophie, en fait, la faire rire et tout. Et j'étais pas spécialement inclus. Je me rappelle qu'on m'avait laissé dans le couloir pour mettre la Charlotte et tous les trucs. Je fais du 46, c'était horrible de mettre les surchaussures, quoi. J'ai dû en casser 3-4 de trucs. Vraiment, j'ai essayé de le mettre. Et vraiment, j'y ai passé longtemps. Donc, j'étais tout seul dans ce couloir alors qu'on avait amené ma femme déjà. Voilà, un exemple de truc. Mais non, j'ai pas l'impression m'avait particulièrement mis un peu dans ça. Bah, Sophie, de toute façon, m'incorporait dans tout, dans le sens où Hmm. bah, c'est à moi qu'elle parlait. Quand il y a eu le truc de la péri, quand il y a eu. Dès qu'il y avait un choix à faire, en fait, se reportait à moi, tu vois. Genre, du coup, je pense que même si on m'avait inclus, j'étais tellement concentré sur elle et tout que je pense que Ouais. j'en aurais pas un souvenir aujourd'hui. Mais j'ai pas un sentiment de oh, les pères sont
genre mis à distance et tout ça. J'ai pas ce Non, sentiment-là, en tout cas, j'ai pas la frustration. c'est pas la question parce que je pense qu'en plus ça dépend, des maternités, ça dépend des pères, ça dépend de tout. Mais non, je me demandais, ton expérience à toi et ton ressenti à toi. Mais c'est cool du coup. Oui, de non, l'accouchement franchement, j'ai plutôt un bon souvenir. Alors il y avait un truc de notre, la sage-femme et l'auxiliaire, il y avait un peu bon flic, méchant flic. Et j'avoue que la méchant flic, je l'aimais pas du coup. Je crois qu'elle était trop dure avec Normal. Sophie. Sophie m'a dit qu'elle, ça lui a fait du bien, qu'il y a un peu un truc un peu dur, un peu. Mais moi, de mon côté, j'étais pas content. Mais bon, j'ai rien Qui dit, bien s'appelle sûr, bon hein. flic, méchant flic? Qu'est-ce qui se passait? C'était vraiment d'un côté celle qui est toute douce et allez-y, vous pouvez le faire. L'autre, allez, il faut le faire maintenant. Enfin, c'était limite, tu vas te boucher quoi. C'est un truc un peu militaire quoi. Genre, je trouvais ça un peu violent. Mais Sophie m'a dit après coup que ça lui a fait beaucoup de bien en fait, qu'elle avait besoin aussi de cette. Enfin, quelqu'un qui lui fait allez, vas-y, ma cocotte, faut que tu le fasses Mmh. maintenant. Enfin, c'est passé. Euh, alors de mon côté, j'avais une obsession, c'était la chanson sur laquelle allait naître notre enfant. Ah oui? Du coup, j'avais mis du David Bowie, The Man Who Sold the World. Et ça passait en boucle du coup, parce que je voulais que ce soit cette Tu chanson. voulais que ce soit celle-là? Ouais, je sais pas, je trouvais que c'était poétique pour ça. Du coup, euh, voilà, c'est cette chanson sur laquelle elle est née. Bon, Sophie m'a assez vite dit après, tu vas arrêter cette chanson qui tourne en boucle. Mais voilà, du coup, non, après c'est assez rapide au final en salle d'accouchement. Bon, le souvenir, ici, forcément, il s'est un peu effacé, mais, euh, mais ça vient assez vite. Il y a le moment bah, de la poussée finale où on est tous en mode vas-y, tu peux le faire, ma chérie, et tout. C'est assez marquant, quoi, ce moment un peu de la communion, même si c'est elle qui Mmh. souffre et tout. On sent qu'elle elle aussi se nourrit en quelque sorte de ça parce qu'elle en a besoin, tu vois, le moral et tout. Du coup, c'était assez fort comme moment d'accouchement, je trouve. Et la rencontre? La rencontre, bah, encore une fois, je pense que je fais les choses en décalé. Et vraiment, la rencontre, c'était plus quelque chose de. Euh, Moi, je m'attendais à un moment magique, tu vois, genre, je suis quelqu'un de très cinéphile, donc je me suis dit le moment magique de la présentation. Et en fait, voilà, on le sort. Alors, on me dit, bon, maintenant, vous coupez. Euh, on m'a pas demandé si je voulais couper. On m'a dit, maintenant, vous coupez. Donc, voilà, c'est un moment assez particulier. Je vois qu'on part avec, je vois qu'on prend qu'on la met sur Sophie. Du coup, on a un petit moment tous les trois. Et voilà, je vois ces petits êtres et je sais pas trop comment me placer, je suis gauche et tout, donc je suis là, genre, ah bah c'est notre fille et tout. Je pense que l'émotion est venue après, en fait, après, quand on s'est retrouvés juste tous les trois, en fait. Mmh. C'est pas le moment vraiment où on l'a posé sur Sophie avant de la reprendre pour la peser et tout. C'est vraiment le moment où bah, ils sont ressortis. Où ils lui ont dit ne laissez pas le bébé téter pour l'instant. Ils sont venus super longtemps après, donc notre petite goinfre de service voulait absolument aller au sein et on était là genre mais comment on bouge ce petit truc et tout. Et voilà, c'est ce moment un peu de on est tous les trois, on a ce petit être qui est un peu de nous et voilà, c'était à la fois terrifiant et à la fois fabuleux quoi. Donc voilà, c'est fait en deux temps, je dirais. Tu ressens, Et- enfin, du coup, au deuxième temps, la vague d'amour immédiate, ah, dont beaucoup parlent pour les mères, mais du coup, je me demande pour les pères aussi, ça doit arriver? c'est un amour vraiment partagé. En fait, comme dit, c'est plus un truc de communion. Je me retrouve avec mon petit bébé, ma femme. Et un truc d'être complet et j'aime cette petite créature là qui gesticule, bah, ouais, c'est pas que de l'amour, c'est aussi de l'attention. Genre, je sais pas comment dire, j'étais complètement focus sur ce petit être Mmh. et sur ce moment, quoi. Du coup, je sais pas si c'est une vague d'amour comme on pourrait le voir décrit. Alors, bien sûr que j'aime tout le monde dans cette pièce et je pense qu'il y a un peu d'empathie. Mais ouais, c'est surtout, ça change tout mon monde et je le sens, je le vois en fait à ce moment-là. Ah ouais? Ça rend tout concret, tu vois. Ouais, Mmh. c'est comme ça que je pense que je le ressens ce moment-là. Ton monde s'est désaxé, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Un sentiment il y a quelque chose qui a tout changé là. Après, je pense que là-dessus, j'étais déjà en mode.
c'était un peu déjà comme si mon bébé était déjà là pendant la grossesse, tu vois. Genre, Mmh. il y avait déjà une concentration sur Sophie, sur le bébé, sur tout ça. Et du coup, mon monde était déjà, en fait, en quelque sorte, désaxé, tu vois. C'était plus la même Ouais. chose à partir du moment où Sophie était enceinte. Et du coup, le fait de le voir en vrai, bah, c'est juste l'achèvement. J'étais déjà dans l'état de. Ça fait des années que j'avais besoin de cet enfant, que je ressentais ce besoin et que j'y pensais beaucoup. Donc, c'était juste la finalité. Et au final, c'était pas, ouais, pas tant un changement à ce niveau-là, tu vois. OK. Et alors, le séjour à la maternité, on a vu dans l'épisode précédent que tu pas pu rester, avec elle. Comment tu vis, le fait d'être séparés, une première nuit, du coup? C'est un peu compliqué. En fait, je pense que c'est pas tant le fait d'être séparés qui était compliqué que le fait d'avoir Sophie qui souffrait, en fait, pour être très honnête. Alors bien sûr, ça m'a fait mal au cœur de devoir partir et tout. Moi, si j'aurais dormi contre le mur dans des positions affreuses, je m'en foutais, tu vois. Mmh. Mais c'est vraiment le côté, bah, Sophie est toute seule avec Louise, elle doit s'en occuper toute seule. Elle sort de l'accouchement, ça n'a pas été facile, quoi. Elle est fatiguée. Euh, Elle m'envoie des messages en me disant que c'est trop dur et tout. Euh, Moi, je dors pas forcément super bien, du coup, je suis un peu aux aguets en mode bah, si elle m'envoie un message, il faut que j'y réponde. Si elle a besoin de moi, il faut que je sois là. Donc, c'est le premier soir où il y a eu la nuit de la Java, par exemple. Euh, Bah, déjà, on s'y attendait pas parce qu'on a entendu parler pour la nuit suivante, quoi. Et Sophie m'envoie plein de messages en me disant j'y arrive pas, c'est trop compliqué. En plus, la nana, la sage-femme était odieuse. Et vraiment, moi j'étais prêt. Premier RER, je débarquais quoi. Genre. Et du coup, je lui envoie des messages, j'essaie de la calmer, mais c'est de loin quoi. Encore une fois, c'est de l'impuissance. Et c'est vraiment assez horrible, tu vois, d'avoir Mmh. ça. Euh, et du coup, c'est pas tant la séparation physique que le fait de pas être là pour ma fille et ma femme à ce moment-là, tu vois, Mmh. Bah, c'est la séparation, qui m'a touché, quoi. hein. Oui, non, mais de pas être là dans leurs besoins, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois très bien. C'est Mmh. pas tant le fait de juste pas les avoir à côté de moi à ce moment-là, quoi. Et, euh, et du coup, bah, en plus, ça dure plus longtemps parce que Louise a perdu du poids. Alors, on sait pas si elle a vraiment perdu du poids ou si c'est la machine de peser qui avait un peu déconné. Mais du coup, Sophie est d'autant plus frustrée parce qu'elle reste dans cette chambre à deux dans laquelle je peux pas rester. Il lui dit, bah voilà, normalement ça devrait aller, pas de souci, le dernier jour, non, non, bah vous restez un jour de plus. Donc c'était aussi horrible, tu vois, tu te fais à l'idée, tu te dis, bah ça y est, j'ai fait tout le ménage, je suis content, j'ai préparé la maison, tout est prêt, on va rentrer tous ensemble, on sera trop contents. Et en fait, bah non. Et Sophie est dévastée, genre elle en pleure et tout, et c'est horrible quoi. Genre, je pense que voilà, le début et la première nuit et la dernière nuit, ça a été le plus compliqué quoi, à ce niveau de la Mmh. séparation. Surtout qu'elle a pas été aidée à la maternité, hein. C'était Exactement, incroyable. ouais. Alors, du coup, moi, c'est vraiment j'ai ce qu'elle m'a raconté. Donc, en plus, voilà. Mais ouais, ouais, enfin, c'est vraiment, c'est fou la différence qu'il y a eu entre les journées où j'avais l'impression que ça se passait super bien, tu vois, les gens étaient super ouverts et tout, ils parlaient bien, ils étaient tout doux. Et le soir, on la traitait vraiment comme la pire des mères enfin, et des gens qui étaient mal écoutés et tout. Alors, je sais pas, est-ce qu'on met les gens la nuit parce qu'on peut pas les voir le jour? Enfin, mais c'est vraiment Je compliqué, quoi. pense pas, mais Non, mais mais ouais, c'est vraiment. un peu Gremlins, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Et du coup, bah, c'était d'autant plus dur, quoi. Genre, quand je partais, je me disais, ah, qu'est-ce qui va lui arriver ce soir, quoi. Genre, Mmh. est-ce que ça va bien se passer et tout. En plus, il y avait une vieille dame qui était un peu sénile et qui passait dans les couloirs, un peu Ah ouais, libérée. ça, cette histoire, c'était incroyable. Ah ouais, en plus, ouais, ça faisait vraiment film d'horreur, quoi. Genre, le dernier jour, j'ai une amie qui venait de me récupérer et je sais plus à quelle occasion, mais elle est rentrée dans la chambre, elle a parlé à mon amie en disant non, mais vous êtes dans ma chambre et tout. Enfin, gros flip, quoi. Alors, ma pote, pas de stress et tout, elle lui dit non, madame, c'est pas votre chambre.
il faut aller là-bas. Alors je sais qu'elle a fait, elle voulait récupérer. Mais vraiment, le truc angoissant, quoi. Alors t'imagines, elle avait pris le bébé ou n'importe quoi, quoi. Tu te réveilles, t'as la vieille dame à côté de toi, merci l'angoisse, quoi. C'est clair. Donc voilà, c'était assez compliqué, Ouais. toute la partie après l'accouchement. En plus, bah, forcément, enfin, il y a les hormones qui redescendent. Elle avait quand même, elle avait du mal à se déplacer et tout, donc c'était pas facile. Voilà quoi. Mais vous finissez par rentrer, enfin, elles finissent par rentrer avec toi. Comment ça se passe ce retour et les premiers temps à 3? Bah, on est angoissé, hein, bien sûr. Alors je sais plus combien de temps, mais on a fait comme tous les parents le coup d'appeler ce médecin en pleine nuit parce qu'on était persuadé que notre fille elle était en train de s'étouffer, elle était en train de mourir, alors que pas du tout. Ça va, on est tombé sur un bon médecin. Mais Qui ne l'a à la pas fois, fait? voilà, c'est ça, c'est le truc. Mais le médecin avait l'air de. Voilà, il avait l'habitude, visiblement, de ce genre de choses. Il a été très compétissant et tout, il n'y avait pas de souci. Non, ouais, il y a le côté un peu de cette angoisse de qu'est-ce qu'on fait de ce petit truc trop mignon, mais qu'on peut casser si facilement. Et en même temps, bah, Il est où le mode c'est quand d'emploi? même. Voilà, c'est ça, il est où le mode d'emploi? En même temps, il y a un côté un peu merveilleux de se découvrir, en fait, hein, découvrir ce petit être. Après. Sophie, elle allait uniquement, donc c'est elle qui se lève la nuit et tout. J'avoue, en plus, j'ai un sommeil de plomb, donc c'est assez horrible. Je capte pas forcément, et là aussi, je m'en veux, tu vois. Bon. Euh, mais et le pire, c'est que assez vite, je reprends le boulot parce que j'ai l'intention de faire un congé paternité rallongé au sortir du congé maternité de Sophie. Du coup, je prends juste sur le moment, mais je sais plus, c'est 3 jours d'abord, et après il y avait Ah oui, la naissance. des jours en plus. Juste le congé de Ouais, c'est naissance? Ouais. ça, exactement. Donc, je suis pas vraiment là. Et du coup, Sophie, alors je me rendais pas vraiment compte qu'elle était en postpartum, que c'était si difficile. Elle m'a dit après que c'était vraiment compliqué pour elle. Je voyais juste que bah, le soir, dès que je rentrais, je m'occupais de la petite, quoi. Genre, j'arrivais, elle me la posait dans les bras, elle allait de son côté pour respirer, quoi, tu vois. Ouais. Euh, et je sentais pas qu'elle avait une telle souffrance. Elle se sentait vraiment pas bien, tu vois. Et j'avoue que ça aussi, ça fait partie des trucs où j'ai beaucoup de regrets en fait maintenant avec le décalage. Après, dès que je rentrais, comme dit, je prends, je prends Louise et je suis ravi de m'occuper d'elle. Euh, et voilà, je fais tous les trucs et tout, c'est trop cool. J'ai juste à la déposer sur maman quand bah, elle veut boire un peu, mais après, je suis ravi de passer du temps avec ma fille et tout. Mais c'est vrai que c'est un peu à ce niveau-là un peu dommage. Après, comme dit, c'était la période où il y avait moins de congés paternité pour les hommes. Je sais plus, je me rappelle plus exactement combien il y avait, je crois. C'était léger. 11 jours. Je crois que c'est ça, c'est 100 jours, ouais. Du 11 coup, jours, week-end inclus. ouais, week-end inclus, ouais, c'est exactement ça. Donc c'était vraiment, enfin, il y avait rien, et du coup, j'ai un peu abandonné ma femme. En plus, j'étais dans une période de concours. Alors, je révisais pas des maths, hein, vu qu'il y avait la naissance, mais voilà, quoi, genre, c'était. Enfin, pour l'écrit, je veux dire, je révisais pas des masses. Mmh. Euh, du coup, c'était à la fois merveilleux, et moi je l'ai ressenti de façon merveilleuse à l'époque, tu vois. Mais je pense que, comme dit, c'était pas pareil pour Sophie, et avec du recul, je m'en veux de pas l'avoir vu, ce genre de choses, de pas Ouais. avoir ressenti ça. Et justement, tu passais ce concours et avec tout ce que ça implique en termes de charge de travail et charge mentale pour toi, mais aussi pour Sophie, parce que du coup, j'imagine que elle, enfin, j'imagine, non, elle, elle en faisait plus pour que tu puisses avoir un peu d'espace pour ton concours. C'est une décision que tu prendrais de nouveau aujourd'hui? Le concours, en gros, j'ai eu l'écrit, j'ai appris que j'avais l'écrit genre en février. Je devais le passer fin février? Ouais, fin février, fin janvier, je veux dire. Et je devais le passer en mars. Donc ça faisait en gros un mois et demi peut-être de révision. Je sais que c'est un concours en fait, hein. Enfin, il faut que je l'aie quoi. Je Mmh. m'attendais pas à avoir l'écrit en fait. Déjà, moi j'avais passé l'écrit sans trop réviser parce qu'il y avait l'arrivée de Louise. Je me suis dit bon, c'était pour tester. Mais là, le fait d'avoir l'écrit, tu te dis il faut foncer quoi. Euh,
Du coup, en effet, énorme charge pour Sophie. De mon côté, je rentrais du travail, je me posais, enfin, je faisais un coucou, je faisais bisous, je devais passer 1 heure avec Sophie et Louise, et après, je travaillais jusqu'à minuit, quoi. Genre, Ah du coup, oui. c'est vrai que c'était que Sophie qui faisait tout. Bah, pour mon concours, je partais de zéro, hein, clairement. Et du coup, bah, énorme charge pour Sophie. Je sens aussi que ça crée des tensions, forcément, hein. Euh, Après, je pense que je le referai quand même si ça a été dur comme période. Pour être honnête, je pense que vu que j'avais pris un autre boulot où j'avais beaucoup moins d'intérêt intellectuellement et beaucoup moins bah, c'était juste un boulot. Enfin, j'avais changé de poste, c'était juste un poste de secrétariat basique, tu vois. Et du Ouais, coup, c'était un alimentaire. ouais, c'est ça, c'était. Enfin, je suis dans l'administration, donc c'est toujours un peu au même grade, tu vois. Mais je pense que aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, et dans notre bonne façon de vivre en couple, je pense que si j'avais pas eu mon nouveau boulot, ça aurait été très compliqué, pour être très honnête. Mmh. On en reviendra plus après, je pense, mais si j'avais pas été un peu challengé aussi au boulot, un peu. Euh, voilà, avoir un boulot qui me comble de ce côté-là, je pense que ça aurait été, ouais, j'aurais pas très bien vécu. Et du coup, ça peut paraître un peu égoïste, hein, de se dire, ah ouais, la carrière et tout ça, mais quand même, je pense que je le referais en y réfléchissant. Ouais. Mais du coup, tu as conscience, déjà J'ai de conscience tout ce que ça de, a demandé, ah donc oui, c'est déjà de tout ce bien. que ça a demandé. Ah non, c'est clair, hein, vraiment, quand je l'ai eu ce concours, j'ai remercié 1000 fois Sophie parce que elle en a fait énormément avec Louise. Euh, Après, la deuxième partie de mes révisions, l'avantage, c'est que c'était moi qui étais en congé paternité. Euh, du coup, c'était plutôt, bah, on faisait l'inverse, quoi. Quand elle rentrait au boulot, je lui donnais Louise. Et du coup, elle reprenait euh, euh, comment, un peu la charge de la petite. Euh, Mmh. du coup, sur cette deuxième partie, je m'en voulais un peu moins, pour être très honnête. Avec du recul, hein, elle faisait son boulot et après elle s'occupait de la petite. Mais je m'en voulais moins sur le moment parce que je me disais, bah, je me suis occupé de la petite toute la journée, je te la laisse et je continue de travailler, quoi. Mais en plus, il se trouve que quand elle était avec moi, la petite, elle dormait, elle était cool et tout, alors qu'elle avait fait un peu des misères à Sophie. Enfin, des misères. Elle était toujours au sein, il fallait toujours être toujours dessus, alors que moi, ça se passait très bien. Donc je pense que Sophie aussi, il n'a pas très bien vécu cette différence qu'il y a entre la façon dont elle était avec son papa et Ça sa maman, s'entend. tu vois. Bah oui, oui, ça s'entend clairement, hein. Et du coup, voilà, c'était un peu. Tout ça, c'était assez particulier comme période, surtout quand on sait qu'elle est suivie par le Covid, quoi. Donc, Mais oui, ça a c'est fait un ça, c'est ce que enchaînement, j'allais quoi. dire. Là, tu parles de mars, du coup, fin mars, c'est confinement et Ouais, confinement, comment ça se passe pour vous? c'est très compliqué le confinement. C'est très compliqué parce que on se retrouve enfermé dans notre appartement qui est pas très grand. On n'est pas dans un clapier, mais c'est pas très grand, quoi. On s'entend. Si je parle un peu fort dans la chambre de Louise, Sophie m'entend, tu vois. Mmh. Donc moi, je viens d'avoir mon concours. Je suis censé commencer sur un nouveau poste, mais je peux pas encore commencer. J'ai pas du tout de boulot, du coup. J'ai pas de télétravail, j'ai rien. Et donc, au final, je fais que m'occuper de Louise. Et Sophie fait que travailler. Parce qu'elle est en télétravail, elle est à l'autre bout de l'appartement, dans des conditions qui sont pas cool, quoi. Genre, elle est pas super bien installée, elle est pas super bien. Euh, Sophie est hyper vigilante. C'est-à-dire que si je fais un truc avec Louise dans la chambre, elle va, rebondir dessus, tu vois. Genre, je me rappelle à un moment, je l'asseyais un peu, et puis elle tombe en arrière, et je fais «Ah, t'es tombé!» et du coup, après, je refais «Ah, t'es retombé!» Et là, Sophie qui fait «Non, tu la fais pas tomber, machin, je sais pas quoi», tu vois. Et je pense que elle, de son côté, elle était frustrée d'être à distance de ça, en fait. Parce qu'en plus, on arrive au moment où on commence à avoir des vraies interactions avec Louise, tu vois. Mmh. Elle, ce qu'elle a vécu, c'est vraiment la partie nourrisson. Donc, et moi, j'arrive et je me tape la meilleure période, entre guillemets. J'interagis avec notre fille et tout ça. Euh, euh, donc voilà, il y a ça. Et moi, de mon côté, je suis aussi frustré parce que je sais que j'ai un super boulot qui m'attend. Mais je peux pas commencer, je peux rien faire, vraiment rien. J'envoie des mails à mes anciens chefs parce que, en gros, j'ai une promotion interne. Du coup, bah, j'étais en mode,
voulez pas me donner des trucs à faire, n'importe quoi? Donnez-moi un peu de boulot, genre, pour moi aussi. Et du coup, on était tous les deux, je pense, frustrés de la situation de l'autre. Donc ça clashait. En plus, je suis pas quelqu'un, j'ai pas été très stressé par le Covid. Je suis plus maintenant, mais à l'époque, j'étais pas trop stressé par le Covid. Et alors que Sophie était hyper stressée par le Covid. Et je crois qu'on a essayé de sortir tous les deux une fois avec Louise. Et c'était une horreur, quoi. Genre, euh, quand les gens ils passaient genre juste sur le trottoir à côté, Sophie faisait une embardée pour les éviter. Du coup, j'étais là en mode, faut pas exagérer, on est dehors quand même et tout. Et du coup, tu vois, le fait qu'on n'avait pas la même perception, c'est aussi qu'on avait des tensions, parce qu'elle elle était très Ouais. stressée, elle pensait que ça allait tuer Louise, et moi de mon côté, j'ai fait, ah, t'exagères un peu, chérie. Et du coup, forcément, bah, ça, quand tu cumules tout ça, c'est super compliqué, quoi. Du coup, non, ça a été très très compliqué cette période de confinement. La fin était attendue, quoi. Genre, il fallait que ça arrive, quoi. Et justement, tu reprends le travail quand? Moi, je commence en juillet. Je commence en juillet, c'est ça, le 1er juillet. Donc, j'avais fait un peu lors des dernières semaines, j'ai fait les premiers jours avec la nounou, l'acclimatation. Et oui, c'est ça, l'acclimatation? J'ai un doute sur le terme. Bref, Hem, c'est Adaptation. la adaptation, exactement, pardon. Oui, Tout ce qui est notre fille n'est acclimatation, hein, pas quelque part. une fleur. Et du coup, donc j'ai fait ça parce que il se trouve que à la réouverture, euh, à mon boulot, ils sont pas prêts pour accueillir les nouveaux cadres en fait. Euh, Mmh. et du coup, ça a rallongé encore d'un mois et demi pour Ah oui! entamer le boulot. Et encore un mois et demi où je dis, j'envoie des mails, je fais, bon, il n'y a pas moyen de faire quelque chose, genre. Enfin, s'il faut lire pour se préparer ou faire des trucs, et ils me font, non, non, vous attendez pas. Donc, c'était vraiment compliqué. J'attendais ça, mais Ouais, tu assez rangeais fort, complètement ton frein. c'est clair. Même si j'étais franchement super content d'être avec ma fille hein, et de passer tout ce temps avec elle, j'avais envie aussi de. Je... Si ça avait été sur mon ancien poste, tu vois, j'aurais pas eu autant ça. Mais là, tu sais que tu as un poste qui t'attend, que tu vas commencer de nouveaux trucs, ça va être intéressant et tout. Et forcément, c'est hyper frustrant, quoi. Donc là, tu passes quoi? 4 mois non-stop avec Louise, c'est ça? Euh, En gros, 5 mois avec, non-stop avec 5 lui, ouais, mois? c'est ça. Ouais. Je commence en février et je reprends en juillet. Donc, 5 bons mois, quoi. Donc Donc, tu es c'était un peu partagé plus entre, long. je kiffe, ce que je kiffe, passer ce temps-là avec ma fille et quand est-ce que je travaille, c'est ça? Ça doit être Oui, compliqué un petit c'est peu ça. à vivre. C'est ça, bah, forcément, au bout d'un moment, enfin, moi, je respecte énormément les femmes qui passent, enfin, qui s'occupent juste de leurs enfants, en fait, hein, parce que justement, j'ai vécu le moment où j'étais là en mode, ouais, mais j'ai envie de faire autre chose aussi, tu vois. Genre, surtout que là, vu qu'il y a eu le confinement, on faisait vraiment rien, tu vois. Genre, il y avait Ouais. pas de, je pouvais pas aller voir des amis. Alors de temps en temps, je faisais une partie de jeu de rôle sur l'ordinateur ou un apéro, mais tu restes dans ton milieu, tu restes bloqué, tu vois, là-dedans, donc forcément, t'as pas trop de coupures. Donc je respecte énormément les femmes qui font que ça, quoi. Bah forcément, j'ai très envie de commencer mon boulot et tout, et aussi d'avoir un moment pour moi, quoi. Genre, ce moment juste à moi. Euh, Ouais. Après, Compliqué au tout début ça, hein. Très, très, très oui, bah oui, compliqué. Même, pas que au tout c'est début clair. d'ailleurs, c'est compliqué. Bah, c'est sûr, hein, mais donc voilà, je suis très content de reprendre mon boulot et après en même temps, la première fois où je laisse ma fille chez la nounou, putain, c'est un brisqueur, quoi. Enfin, c'était pour 1 heure la première fois et vraiment, j'étais pas bien, quoi. Genre, Ah ouais? physiquement, ça m'a fait mal, quoi. Genre, juste de la laisser avec quelqu'un d'autre et de pas être là parce que, comme dit, ça faisait 4 mois que j'étais juste avec lui, quoi. Genre, Je j'étais comprends. tout le temps avec elle. Et du coup, vraiment, ça m'a brisé le cœur. Et pareil, pour la première fois, on a fait vraiment une journée. C'était c'est dur, quoi. Ouais. Après ça dépend des gens, mais ouais, moi aussi j'ai trouvé ça dur, et bizarre, très bizarre. C'est ça. Et au final, j'ai fait plus de congés paternité que Sophie, quasiment. Ouais, avec du coup, avec le Euh, confinement et ton retard ouais, avec le confinement et le retard, d'embauche. ouais, c'est ça. Donc, ça a été vraiment très long. Et alors, vous aviez parlé d'avoir plusieurs enfants avec Sophie? Euh,
Alors, ouais, quand on évoquait, on en parlait un peu de façon abstraite, hein, on parlait de 2 enfants. En gros, Sophie, elle vient d'une famille où ils sont 3. J'étais pas spécialement botté par avoir 3 enfants. Je trouve ça beaucoup. Heu et mais oui, oui, on parlait d'avoir plusieurs enfants, quand on évoquait ça un peu de façon abstraite, avant la naissance de Louise, hein. Heu et c'est vrai que moi, j'ai eu le modèle des 2 enfants, mais comme dit, c'était pas une mon frère, c'était assez particulier, quoi. Mmh. C'est pas le truc classique de, au bout d'un moment, quand t'es adulte, tu des relations, t'as des discussions chill, des trucs comme ça. Enfin, il y avait pas tout ça, quoi, genre même en grandissant. Après, on a 5 ans d'écart avec mon frère, donc déjà, on n'était pas spécialement, proches en termes d'âge, tu vois? En plus, de la Ouais. maladie. Heu, du coup, voilà, mais c'était un peu, ouais, c'était abstrait quand on en parlait, quoi. Et aujourd'hui? Bah, comme, aujourd'hui, moi, j'avoue que j'ai pas du tout envie d'en avoir un autre, en fait. Hem, il y a plein de raisons au final, plus j'y pense et plus il y a des raisons qui s'ajoutent là-dedans. Hem, Bah, je pense que la première raison est, plus inconsciente, j'ai mis longtemps à mettre le doigt dessus. Pourquoi, quand je me après avoir Louise, quand je me projetais dans l'idée d'avoir un autre enfant, heu, ça me ça me correspondait pas. En fait, j'arrivais pas. C'était par rapport à mon frère, clairement. Le fait de me dire qu'il y a toujours ce risque et en plus, comme dit, mon frère est le 2e, tu vois? Donc il y avait un peu cette idée, pour ma première, pour Sophie, pour Louise et mais là, c'était vraiment, quelque chose où je me dis: «Bah oui, en fait, mon frère est le 2e, il est autiste, est-ce que, notre 2e serait pas autiste, quoi?» Genre, enfin, Mmh. c'est pas quelque chose de rationnel, quoi. C'est même pas rationnel, quoi. En plus, autiste, on sait pas bien, on sait pas si issu de mon frère et il y a une composante génétique ou pas. C'est une maladie qui est tellement étrange et qui prend tellement de formes différentes que c'est un peu compliqué. Après, il y a plein d'autres choses aussi. Moi, je sais que quand je suis arrivé au niveau où je devais choisir un peu la suite, quand j'ai fini mon lycée, euh, donc l'autisme de mon frère n'était pas déclaré. On disait juste qu'il était bizarre, tu vois. Donc, Ah oui? je partais du principe que, oui, c'est ça, bah, Dylan, c'est Dylan, il est particulier, tout ça. Les psys, au début, enfin les médecins, les psys, ont juste dit: «Ah bah c'est la faute de la mère», comme ils font Ah bah traditionnellement, tiens. comme ils faisaient traditionnellement à l'ancienne, le truc horrible. Enfin vraiment, c'est abject, quoi, ce que la psychanalyse a pu faire aux femmes, parce que c'était Si toujours la faute avec de la la mère, bref. psychanalyse. Il y a pas que la psychanalyse, oui, C'est un c'est autre vrai. sujet. S'il y avait que la psychanalyse, non mais c'est clair, s'il y avait que ça, quoi. Mais voilà, la psychanalyse, le traditionnel, non mais c'est votre faute, vous l'étouffez, ou vous lui laissez trop de place, ou machin, je sais pas quoi, tout son contraire, mais c'est toujours la faute de la mère. Et du coup, donc c'était pas un fait au moment où j'arrive à la fin de mon lycée, et je me suis dit, bah en fait, mes parents ils viennent d'une classe plutôt laborieuse, tu vois. Genre, mon père était ouvrier avant d'être dans le service, et ma mère était ouvrière avant de devenir aide-soignante, mais bien après. Et je me dis, bah, en fait, si moi je fais un truc qui coûte, genre aller étudier dans une autre ville pour mes 5 ans, pour 5 ans ou je sais pas quoi, bah, c'est pas possible, tu vois. Genre mon frère Mmh. pourra jamais, on pourra jamais lui payer ses études s'il doit faire autre chose. Et du coup, je me suis juste dit, bah, voilà, je me bride, je vais à l'université à côté de chez moi, il y aura sûrement un truc bien, alors que bah, j'aurais pu. J'avais des trucs qui m'intéressaient, oui, ailleurs, mais je l'ai même pas esquissé, tu vois, auprès de mes parents. Parce que je me suis Mmh. dit, bah, en C'était fait, mes ouais, parents m'aiment très fort et si je leur dis, bah oui, ils vont le financer et tout, mais comment ils vont faire pour le petit frère, tu vois? ouais. Tu as Du pris, coup, des questions qui étaient pas vraiment les tiennes au final. Enfin des de responsabilités qui étaient pas vraiment les tiennes, qui étaient plus de celles oui, mais je de l'ai pas, tes en parents. fait, j'ai même pas interrogé mes parents parce que je sais très bien que Oui, mes parents oui. vont rester: «Non mais t'inquiète, on va faire un crédit, machin, je sais pas quoi». Je me dis: «Mais en fait, comment ils vont vivre mes parents, comment va vivre mon frère et tout ça pour moi», tu vois? Heu, Ouais. Non mais du ça coup, je m'interpelle parce que je connais un petit peu ce cheminement de pensée et c'est vrai que c'est impressionnant comme parfois les enfants peuvent, heu, prendre à charge, mais
eux-mêmes, hein. Moi, je l'ai fait aussi, eux-mêmes, des choses qui ne sont pas du tout de leur ressort au final. Heu, c'est pas une critique, hein, du tout, c'est une réflexion que je trouve, intéressante. C'est clair que je me dis, plus tard, il faudra faire gaffe, ça avec Louise aussi, hein, de se dire juste, qu'est-ce que lui pense de tout ça, tu vois? Genre, est-ce que, y a pas une manière de se brider ou je sais pas quoi? Et donc ça, c'est un truc aussi où je me suis dit, rétrospectivement, bah, en fait, je veux pas aussi que Louise se dise à un moment, je veux pouvoir lui payer, des études aux États-Unis, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, Mmh. elle va pas me dire: «Ah bah, il y a le deuxième, comment on va faire ça, faire ci?» Non, il y a que Louise, nous après on mangera des patates, on s'en fout, enfin il y a pas de la question ne se pose pas, tu vois? Donc il y a ça et le troisième élément le plus important, je pense qu'en fait vraiment, le fait que Sophie soit très angoissée, bah, au final, ça crée des tensions aussi dans notre couple parce que, elle va stresser beaucoup pour quelque chose et du coup, bah, elle va, il y a des moments où ça va clasher entre nous, tu vois? Sur la base de stress, parce que, genre, elle va me faire des reproches et moi, je vais mal le prendre sur le moment, même s'il n'y a pas forcément de raison, ou des fois c'est elle qui a tort, des fois c'est moi qui a tort, peu importe. Mais en fait, ça a créé beaucoup de stress, beaucoup de tensions entre nous, beaucoup de moments où c'était vraiment dans le clash et où ça allait pas, tu vois? Genre, et, euh, et du coup, j'ai vraiment peur que le fait d'en avoir un deuxième, ça crée plus de ça, tu vois. Et que, Mmh. en fait, je me dis, ça sert à rien d'avoir un deuxième enfant si c'est juste pour que de notre côté, on n'arrive pas à tenir à cause de tout ça, tu vois. Mmh. Que moi, de mon côté, je sois blasé à force, euh, avec en plus ce background, du fait que là, j'ai vraiment. Ça me fait peur, en fait. Ça me fait, je peux le dire, maintenant j'ai laissé les termes, ça me fait peur d'avoir un deuxième enfant. C'est pas seulement que j'ai pas envie, tu vois. Et je sens en même temps que Sophie a besoin de cet enfant. Je sais ce que c'est parce que moi-même, j'ai eu ce besoin. Je l'ai ressenti. Enfin, j'ai pas de. Mais j'ai très peur du fait que bah, on n'arrive pas à suivre en fait, qu'on n'arrive pas euh, à, à avoir les reins assez solides pour que notre couple continue de fonctionner avec ce deuxième enfant. Et alors sans parler du fait que bah oui, il faut s'occuper de Louise en même temps. Donc forcément, on sera plus fatigué, on sera plus à même à nous énerver. Déjà que là, on est plus à même à nous énerver parce qu'on a passé des journées éprouvantes avec Louise, même si c'est un petit ange et tout ça, mais elle est dans l'opposition et tout ça, donc forcément, c'est pas facile. Ah, le 2 ans. Exactement, le 2 ans qui est pas facile. En plus, pas du tout le même comportement avec nous deux. Donc, il y a de ça aussi. Il y a des moments où ça crée aussi des tensions entre nous. Le fait que, par exemple, moi, je vais avoir plus de facilité pour coucher Louise et Louise va être plus cool avec moi en fait. Genre le soir, bah, si Sophie est pas là, c'est beaucoup plus simple de faire le chemin vers le dodo, d'aller lui donner à manger sans qu'elle elle pète un câble, d'être comme ça. Et en même temps, de mon côté, des fois, bah, le fait qu'elle soit à fond sur maman, que ce soit maman, 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 et que moi, elle est moins sur moi, bah, je peux aussi même si j'en veux pas à Sophie, tu vois. Mais Ouais. ça fait quand même mal au cœur, tu vois. Du coup, Ouais. ça fait beaucoup, en fait, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai peur que ça soit qu'on puisse arriver à un trop. Et du coup, je veux pas que. Je me dis que ça fait beaucoup et je crains le pire, en fait, pour un deuxième enfant, tu vois. Et je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure et en plus, ça me permet de poser cette, fameuse la question que j'avais en tête. Tu dis justement que toi, tu as été, dans l'autre position, dans cette position de celui qui veut l'enfant. Ça comment tu vis ça? Ce fait d'être dans l'autre camp, j'ai envie de dire. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça te met quand même le doute ou est-ce que, ça change rien, pour toi? Je comprends, tu vois. Il y a des moments où tu t'engueules avec ton partenaire et tu comprends pas de l'autre côté. Tu comprends pas ce qui pose problème, tu comprends pas Mmh. d'où vient le truc. Là, je comprends en fait. Je comprends ce qu'elle ressent et je pense qu'elle le ressent encore plus fort que moi parce qu'il y a une part il y a une part de- de besoin maternel, de besoin, comment dire, physiologique en fait, de cette maternité. Je pense que elle, comme elle me le fait ressentir, elle me le dit comme ça en fait.
Alors je Je sais vais pas si c'est je tique ouais, un peu vas-y. sur cette réponse, je t'avoue. Je Le comprends. besoin Alors physiologique, je comprends je comprends que tu tiques complètement et moi aussi ça m'aurait fait tiquer. Mais là, comme c'est vécu, je sens que c'est un point où on s'en est, Oui, en fait, je tique pas tu vois? sur le besoin viscéral, je le connais très bien ce besoin Ouais, viscéral. C'est le terme besoin maternel qui me fait tiquer, ouais, qui me c'est rapporte vrai. un petit Mais peu trop à cet instinct maternel. Tu es une femme, tu dois avoir des enfants. Voilà, c'est non, tout. mais Pardon, je voulais pas te après je connais, vraiment je dis pas que non, je dis pas que ça arrive à toutes les en fait, je pense pas que ça arrive à toutes les femmes de toute façon, quoi. Je sais pas, je pense que c'est plus je sais pas ce qu'il en est, je suis pas psychologique ni médecin, donc je retire. Mais, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose de viscéral chez elle et je le comprends, tu vois? Genre, quand on en parle, je déroule les arguments que je t'ai déroulés et elle me dit: «Oui, mais moi, j'ai besoin de cet enfant, je veux cet enfant», tu vois? Et du coup, bah, ça fait aussi que ça crée d'autres tensions, donc c'est un peu, le serpent qui se mord la queue, tu vois? Genre, mmh, il y a plus de tension parce qu'il y a pas cet enfant, mais en même temps, moi, j'ai peur qu'il y ait encore plus de tension parce qu'il peut y avoir cet enfant. Enfin, c'est insoluble, tu vois? C'est assez compliqué comme situation, ouais, heu, c'est par rapport à clair. tout ça, quoi. C'est clair que c'est hyper compliqué quand les envies s'accordent pas. Ouais, Surtout sur, un sujet aussi, c'est fondamental, c'est clair important, voilà, ouais. et vraiment, je suis pas quelqu'un qui manque d'empathie, au contraire, c'est vraiment là une question de peur, quoi. Je me dis, si ça fonctionne pas, en fait, j'ai pas envie d'avoir mon couple qui explose ou quelque chose comme ça, je me dis: «Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut pas revenir», tu vois? C'est tellement important, Ouais. ce 2e enfant que, c'est pas juste, un choix comme ça, tu vois? Comment tu vas toi aujourd'hui? Bah, ça va, je dirais, après je suis pas, j'avoue que, comme dit, je suis quelqu'un de plutôt, zen et cool. J'essaie de, Mmh, tu es un faux zen, tu l'as dit. ouais, c'est ça. Non, mais dans le sens où, je me là, sur ce genre de choses, en général, je me pose pas trop les questions, tu vois? Genre, je me dis juste, «Oh bon, on fait aller», tu vois? Ouais. Non, je pense que ça va, après, comme dit, il y a les tensions que j'ai évoquées avant, donc heu, mais c'est ça va. C'est difficile comme question, le Et «ça va» juste comme ça. et c'est bien justement, je trouve, l'intérêt de cette question. Ouais, Et ça fait un c'est effet un peu, de s'interroger soi-même. oui, c'est important aussi, de Oui, c'est savoir clair, comment et tu te ouais, tu te sens bien, tu es heureux, tu es oui, oui, je suis heureux. Il y a pas de, à ce niveau-là, il y a pas de je me sens plutôt bien dans ma vie, quotidienne. c'est chouette. Alors C'est avant de mieux. terminer, heu, cette interview, cet entretien, je sais jamais comment appeler ça, cet épisode quoi. J'aurais une dernière question pour toi. Si tu pouvais changer une seule chose dans notre société, ce serait quoi? Mmh. Je pense que ça serait au niveau de l'éducation, des jeunes hommes et des jeunes femmes, des enfants. Au niveau de la, bah, voilà, l'éducation à principe un peu de l'égalité, de, bah, la charge mentale, de ces choses-là, tu vois? Genre, où vraiment, je pense que ça va être pris de la prendre après la racine, même si, aujourd'hui, on pousse de plus en plus les femmes à être, heu strong et indépendantes et tout ça, ce qui est formidable. Mais je trouve qu'on n'appuie pas assez sur les jeunes hommes, en fait, pour leur dire que, genre, oui, c'est bien que nos moitiés soient indépendantes et fortes, mais en fait, toi, ça t'empêche pas de faire un de te remettre en ta place. Il faudrait pas qu'elles aient à être, fortes et indépendantes. Il faudrait que tout le monde, vive juste tranquillement sa vie. Que les femmes n'aient pas la nécessité, en fait, d'être fortes, que, voilà, genre, enfin, il y a des hommes qui sont, qui il y a beaucoup d'hommes qui cherchent même pas à être, spécialement forts ou quoi et qui vivent très bien leur vie sans avoir une charge de fou sur les épaules et ou, les voilà, le poids de la société, le poids de beaucoup de choses. Mais je pense que ça se fait au niveau de l'éducation, tu vois? Heu Ouais, c'est et sociétal, c'est sociétal, complètement. exactement, c'est Mmh. sociétal, tu vois? Et il y a encore beaucoup de choses où, il y a beaucoup de choses qui vont pas de soi, en fait. Tu veux dire qu'il faudrait que les hommes prennent leur part pour que les femmes aient pas à devenir des superwoman?
Oui, c'est ça, exactement. Faudrait que les hommes prennent leur part faut que les femmes aient pas à être des superwomen. Et même, enfin, typiquement, on parle des strong independent women, où on est en mode, waouh, quelle super femme qui s'occupe de sa famille et de son travail en même temps, tellement impressionnante, machin, je sais pas quoi. Mais il faudrait déjà pas que ce soit juste, oh, quel couple formidable, ils ont tous les deux leur boulot, leur famille, c'est fabuleux, machin, je sais pas. Tu vois, genre, il y a plein de Je vois. perceptions qui sont encore en mode, même si c'est dans le bon sens. On a un peu, c'est un peu cette idée de la, genre, je sais pas comment dire le concept, mais même si on met en avant une femme, faudrait qu'on arrive à un moment où en fait, il y a pas besoin en fait. Enfin, il faudrait juste pas que ça soit choquant et que on se dise. Au moment où on se dira plus c'est fou comment elle est efficace, on se dira juste ah bah l'homme est comme ça, la femme est comme ça et enfin tout le monde est bien dans je sais pas comment dire mais le fait qu'on Je le mette vois en les avant ça veut dire qu'il pincettes y a qui encore un piquent. non mais en fait le fait qu'on ait besoin de le mettre en avant ça veut dire qu'il y a encore un problème à ce niveau-là, tu vois, genre faudrait que ça soit juste tout le monde puisse Normal. vivre naturellement et voilà Ouais. c'est ça genre Qu'il y ait plus de sans combat. que voilà, qu'il n'y ait plus de combat. Exactement, c'est Qu'il y ait ça. plus besoin Et d'avoir un on n'y est combat. pas encore. Et je pense que ça se fera au niveau de l'éducation, comme beaucoup de choses, euh, pour pas qu'on se dise juste tel doit être comme ça, tel doit être comme ça. Et, mais l'éducation, c'est difficile et on voit bien qu'on est dans une période où on est plutôt on part dans le réac. Donc j'avoue que je suis pas très optimiste. C'est assez dur de voir des gens de notre âge qui sont complètement réac et rétrogrades. C'est Alors terrifiant. si vous écoutez, cet épisode, longtemps après sa sortie, on enregistre le 16 mars 2022. Nous sommes à 1 mois des présidentielles 2022 et c'est flippant. C'est clair, c'est clair. Et donc voilà, j'espère que je, je pense que si j'avais eu un petit garçon, j'aurais fait ma part. Mais même là, à dire je vais éduquer ma fille pour qu'elle soit indépendante et tout, je vais le faire, hein. Quand on lui a donné un nom, c'est Louise Marie-Olympe. Et l'idée, c'était de faire. Enfin, pour moi, s'il fallait que ce soit trois noms qui soient représentatifs. Alors, on a Louise. Moi, je pensais à Louise Michel. C'est Sophie qui a ramené le nom Louise, mais tout de suite, ça a fait une étincelle. Mon petit côté. À l'époque où j'étais un peu anarchiste. Mais voilà, une femme très forte qui a porté l'uniforme, alors que c'était encore interdit, qui qui a été emprisonnée à cause de ça aussi, hein, mis en bagne, hein. Donc Marie, c'est le nom de sa grand-mère, celle de son arrière-grand-mère, mais c'est aussi un symbole religieux qui était important pour nous. Et mais et Olympe, ça c'est moi qui est revenu dessus pour Olympe des Gouges, tu vois. Genre, enfin c'était, je voulais qu'elle ait un peu ce patronage, ma fille, du fait que voilà, le côté, euh, euh, bah voilà, tu peux tout faire ma fille, mais il y a toujours le truc de, je dois lui dire qu'elle peut tout faire, quoi. Genre, Ouais, ça fait un peu mal au cœur de se dire ça quand même. je suis bien d'accord. Merci beaucoup Edwin d'avoir, Merci à inauguré toi. ce podcast, de côté papa. Et J'espère ouais, que j'ai pas été merci beaucoup. trop, trop mauvais comme papa. Bah, écoute, moi j'ai passé un très bon moment donc je ne dirai pas. Et puis, papa en général, ça, c'est pas moi qui pourrais te le dire. Merci beaucoup en tout cas hein, pour toutes tes questions et tout. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Il y a toujours 2 versions à une histoire et avoir la chance d'écouter les 2 est une vraie richesse. Surtout dans le cas de Sophie et d'Edwin qui ont vécu et vivent encore, 2 fois donc, le désir d'enfant non réciproque. Ou au moins non synchronisé. C'est un sujet compliqué dont on n'entend que peu parler, je suis heureuse d'y avoir fait une place dans mon podcast. Je t'attends sur mon Instagram, Première Couche Podcast, pour discuter de cet épisode. En attendant, si tu veux m'aider à développer le podcast, tu peux me laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ainsi qu'un commentaire, ça m'aiderait vraiment. Mais surtout, tu peux partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!